Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage, en particulier dans mon émission Au fil du lien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Dupuich. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Daniel. Alors Jean-Pierre, vous êtes à la fois écrivain, photographe, globetrotter, voilà ce que j'ai pu lire dans les différents articles vous concernant. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs aujourd'hui, Jean-Pierre ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Jean-Pierre Dupuich. Je suis breton, c'est-à-dire que je suis né à Nantes et maintenant j'habite Auray, dans le 56. Où en fait je peux assumer toutes les créativités, les créations que je réalise. D'accord. Alors, votre parcours professionnel, quel est-il, Jean-Pierre ? Alors, le parcours professionnel est assez simple, puisqu'en fait, j'ai commencé un petit peu bizarrement par travailler dans un CHU, comme manipulateur de radiologie, sur lequel je n'étais absolument pas prêt. Pour des raisons familiales, j'ai dû arrêter mes études. Et donc, j'ai fait cette expérience pendant 3 ans, expérience hyper enrichissante. Et c'est surtout ce qui m'a vraiment confirmé à ce que le dialogue, l'écoute et l'empathie étaient très importantes. Oui, parce que j'ai compris en fait à la lecture des différents articles et documents que vous m'avez confiés en préparant cette émission que pour vous le lien à l'autre, la relation à l'autre est capitale et je dirais même est au cœur de votre parcours professionnel et actuel. Oui, alors donc pour finir le parcours professionnel, donc une partie CHU, après j'arrête et je rentre pendant 30 ans dans des grandes multinationales et avec beaucoup de changements de poste, de profil, parce qu'en fait, comme j'ai arrêté mes études assez tôt, après le bac, j'avais quand même de l'ambition, et j'ai donc habité à un nombre de villes importants, Nantes, Paris, Arras, Tours, Nevers, Saintes, Versailles, et ça c'est pour la première partie de ma vie professionnelle, où j'ai fait donc du commercial, du marketing, des responsables des grands comptes, et ce qu'on appelle du trade marketing, qui est une spécialité commerciale et marketing. Et là j'avais obtenu un certain niveau, et ça n'a pas manqué, j'ai été entre guillemets chassé par un autre groupe qui m'a recruté comme directeur commercial et marketing, où j'ai travaillé là aussi pendant 15 ans. Donc en fait, 2 grosses sociétés pendant presque 15 ans chacune. D'accord. Alors une vie faite professionnelle riche et bien remplie. Je veux, oui, avec des semaines, bien sûr, qui étaient des semaines de cadre et de responsabilité, de décision. Donc, et des voyages, bien entendu, entre les deux. Et des voyages. Et vous étiez donc, en fait, très sensible au monde de l'art, de la culture et des artistes. Alors, tout à fait. Mais comme cette vie professionnelle était très prenante, ce n'est qu'à la fin de ma carrière que j'ai commencé à dire, oh là là, la retraite arrive, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Oui. Et c'est là où j'ai mis de côté un petit peu mon côté professionnel et j'ai réfléchi à ce que je pouvais espérer faire. Et donc c'est là que tout l'amour que j'ai pour les livres, tout l'amour que j'ai pour les voyages, et surtout de pouvoir partager tout ce que je ferais, parce que quand je rencontre les gens, j'ai vu qu'ils étaient mono-expérience, qui restaient des fois 30 ans dans la même société et 30 ans dans le même pays. C'est un petit peu l'inverse que j'ai fait, et j'estime que c'est une belle expérience et qui était peut-être à partager, et notamment par des livres. Alors ce goût du partage, vous l'avez donc très fort en vous, c'est aussi une transmission entre les générations. Parlez-nous de cette notion d'intergénérationnel par rapport à certains de vos projets, Jean-Pierre. Alors, en fait, oui, ça c'est un souci pour moi, et en fait c'est en écoutant les autres. C'est en écoutant les autres que je me suis aperçu que certaines personnes, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas des envies, mais en fait, il faut presque leur présenter un menu ou une carte pour les aider un petit peu à s'orienter vers des choses auxquelles elles n'avaient pas pensé. D'accord. Et c'est pour ça que dans mes activités actuelles, je fais donc des livres. En fait, j'ai un triptyque qui est les livres. Ces livres, je les décline en exposition.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter un livre, et les expositions permettent de passer un petit peu plus de temps avec les textes, avec les photos. Oui. Et ensuite, je fais des jeux qui sont c'est livres, expo, jeux, de manière à partager à un maximum de personnes et de niveaux sociaux totalement différents, urbains et ruraux. En fait, vous multipliez les supports pour aller à la rencontre de différents publics. Complètement. Et donc, ça, bon, c'est tout un travail, bien sûr. Oui, sans doute. Et oui. ça permet, en effet, de passer des maternelles, quand je travaille avec mes abécédaires, et aller après dans un EHPAD pour autre chose. Et des fois, j'espère que j'aurai le plaisir de vous le dire, montrer ce travail que je peux faire entre des élèves et les maisons de retraite, et de faire participer les deux ensemble. Ah oui, alors ça c'est très riche, effectivement. Alors j'en profite parce que Radio Rivage fait souvent un petit bonjour aux personnes âgées de la presqu'île de Rhuys, qui sont notamment à mobilité réduite. Donc voilà, j'en profite pour faire ce petit bonjour, et aussi à toutes les personnes âgées, partout où qu'elles soient, notamment les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller aux expositions. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Donc vous faites rencontrer plusieurs générations, des enfants et des personnes âgées. Tout à fait. Donc en fait, j'ai l'avantage d'avoir un livre qui me permet de décliner et de faire rencontrer ces différentes personnes. C'est un livre qui s'appelle « En liberté dans la ville », où en fait, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, et j'ai pris tout bêtement des animaux graffés sur les murs ou des sculptures à l'intérieur de la ville. Oui. Et une fois que j'ai ces photos, ces images, j'ai recherché dans la littérature française s'il n'y avait pas des auteurs qui aient écrit sur cet animal. Donc déjà, première complémentarité, la photo dans des pays différents, l'auteur, que ce soit La Fontaine, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Apollinaire, et ensuite chaque photo et chaque texte est apposé sur une peinture abstraite d'un peintre qui s'appelle Thierry Lebaille, et tout le livre sont exclusivement ses peintures à lui. Donc on a triptyque dans l'idée, mais triptyque aussi dans la présentation du livre. Alors, comment ça se passe ? Je vais voir une médiathèque, et je leur dis, voilà, je vous présente une exposition. Mais je dis, cette exposition, elle a l'intérêt qu'elle peut être partagée. C'est-à-dire, si vous avez une maison de retraite dans votre zone d'habitation, eh bien, on pourra mettre une expo à la médiathèque, une expo à la maison de retraite. Et voilà comment ça se déroule. Vous demandez à un ou deux professeurs qui est intéressé par la littérature française, et notamment la poésie, un professeur d'art plastique qui pourra travailler sur l'abstrait. Donc, le professeur travaillera, présentera, il y aura des lectures, mais en même temps, on mettra la même exposition dans la maison de retraite ou dans l'EHPAD ou dans les centres sociaux. Ce qui fait que là, il y aura des animateurs qui pourront faire lire les résidents des EHPAD ou des maisons de retraite et faire des animations. Et ce qui se passe, la synthèse de ça, c'est que les professeurs auront donné un travail à réaliser à leurs élèves, et que la restitution de ce travail se fera à la maison de retraite. Et là, on a assisté à des choses merveilleuses. Des enfants de 4e, de 5e, qui au départ n'étaient pas tellement motivés pour aller faire des lectures, ou etc., etc. Et on s'est retrouvés dans les maisons de retraite, et ça a été un déclic, parce qu'en fait, elles se sont rendues compte que les personnes, on a une centenaire qui a lu un texte de Victor Hugo, vraiment d'une manière avec la respiration, l'intonation, etc. Et je me suis retourné vers deux jeunes là qui n'étaient pas tout à fait d'accord pour ça, et ils m'ont levé le pouce comme ça en disant incroyable que des personnes en fauteuil roulant, centenaires, arrivent à lire du Victor Hugo, et mieux que nous. C'est très émouvant, en fait, les enfants se sentent utiles. Et puis, ça leur permet vraiment d'entrer en relation avec parfois des générations qui sont éloignées pour eux. Et les personnes âgées se sentent utiles dans le sens où elles peuvent elles aussi exprimer des choses très personnelles, et puis communiquer, échanger avec ces élèves. Ah oui, mais ça va très loin, puisqu'en fait, donc, on a cette exposition-là, mais en plus, on a des jeux. C'est-à-dire que, si vous voulez, là on parle de 5e ou de 4e, mais je fais la même démarche avec des maternelles, des primaires, puisqu'en fait j'ai créé des abécédaires, et notamment un jeu sur les lettres, un jeu sur les mots, un jeu sur le vocabulaire, un jeu sur l'orthographe.
Et donc en fait, ça permet de, quand on est dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on fait, je l'ai fait notamment dans une maison de retraite à la Chartreuse à Brec, où on avait donc des élèves qui étaient invités, des résidents d'EHPAD qui étaient là, et on faisait des petites tablées où on jouait. Et là, en fait, c'était non pas subir un texte, mais là, c'est eux-mêmes qui créaient l'animation. En fait, ils s'approprient le texte. Tout à fait. Et puis ensuite, ils le servent d'une certaine et puis, manière. si selon les classes, ils peuvent écrire. Écrire Victor Hugo, par exemple. Bon, ben déjà les petits. Donc c'est très très intéressant. Par contre, je tiens à souligner que tout ceci ne peut se faire sans l'implication des responsables de médiathèques, de professeurs et bien sûr des animateurs. Et c'est ça l'intérêt de mes outils, entre guillemets, c'est ils existent, mais après il faut les faire vivre. Et l'avantage, c'est que chaque animateur est vraiment libre de la présentation, de la forme dont il veut le présenter, et ça en fait encore un intervenant de plus avec son imaginaire, et de dire tiens, si je faisais ça, ça ferait peut-être une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Alors, c'est pas formaté, en fait. Hein. Et en même temps, vous devez découvrir des choses par rapport à ce que vous créez qui doivent aussi vous étonner. Si vous voulez, en fait, l'avantage de faire ça, c'est que ça nous enrichit nous-mêmes. Certainement. Et ça aide pour soit le prochain livre, soit les prochains jeux ou expositions, en tenant compte justement de ce que je n'avais jamais vécu avant. Oui. Quand même étonnant arrivé à un certain âge, de découvrir encore certaines choses et peut-être d'aider encore, d'améliorer ce partage. D'accord. Et donc, parallèlement, même si toutes vos activités sont un tout, vous êtes dans des associations d'artistes en Bretagne. Alors, parlez-nous de ces associations, Jean-Pierre. Alors, il y en a une principalement où je suis adhérent, ça s'appelle les Artistes du Pays d'Auray. Oui. C'est une association qui regroupe environ 55 artistes, que ce soit des peintres, toute technique, des sculpteurs, là aussi toute technique, tout support, des photographes, des plasticiens et des gens qui font des événementiels, des installations. Et là, donc, l'objectif de la société, c'est de fédérer les 55 artistes et essayer de monter des expositions ensemble. Oui. Alors, on a la chance à Auray d'avoir un lieu qui est quand même assez exceptionnel, qui est la chapelle du Saint-Esprit. Donc, on est en contact avec eux et tous les ans, on organise une exposition avec nos artistes et qui correspond, je dirais, aux sensibilités que le Centre Athéna veut mettre en avant. D'accord. Donc en fait, c'est important aussi de fédérer les artistes pour qu'ils puissent aussi exister et pouvoir exposer, parce que ce n'est pas simple pour eux. Oui, mais c'est-à-dire qu'eux ont une vie bien sûr indépendante, ils ont leurs ateliers. Oui, bien sûr, ils ont leurs ateliers. Ils font des ateliers avec des écoliers, avec des adultes qui veulent progresser dans la peinture ou dans la sculpture. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des expos collectives. Oui, voilà. Et de présenter au public non pas un artiste, mais sur un thème commun de 7 ou 8 arts différents. Oui, alors avec des angles d'approche différents, des techniques différentes et des sensibilités, bien sûr, ça va sans dire, différentes. Ouais, surtout qu'on a un cahier des charges, si vous voulez, les organisateurs, bien sûr, ont un cahier des charges de thématiques, de scénographie, comme on expose régulièrement, de ne pas mettre toujours les mêmes artistes, de ne pas mettre toujours les mêmes œuvres. Donc en fait, il y a obligatoirement un souci de créativité pour surprendre un petit peu le public la dernière opération qu'on a faite, c'était Atmosphère, le nom de l'exposition. Et on a quand même plus de 2500 personnes qui viennent visiter l'exposition. Oui, c'est vraiment... C'est pas mal, ouais. Oui, c'est un succès, on peut dire. Nous sommes assez satisfaits. Je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors, qu'est-ce que cette activité de participer à cette association avec les artistes vous apporte à vous, Jean-Pierre ? Alors en fait, l'association est organisée
comme toute association à l'heure actuelle, c'est pas évident parce que la période du Covid n'a pas facilité les créations, les organisations, compte tenu que certains lieux, nous ne pouvions pas y aller. Donc en fait, on a changé la manière de travailler, c'est-à-dire qu'avant on avait un président, une secrétaire, un trésorier. Comme beaucoup d'associations, on a eu du mal à retrouver des gens compétents à ces postes-là. Donc en fait, on a fait une collégiale où nous sommes 7. Et là, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile et peut-être plus difficile, mais jusqu'à présent, ce qu'on a fait l'année dernière nous incite à continuer et d'ailleurs, bien entendu, on recherche des bénévoles. Et puis, un mot c'est pas un gros mot, des sponsors, parce qu'en fait, une association comme la nôtre, elle aussi a besoin de gens qui viennent nous aider pour faire d'autres expositions et aider les jeunes artistes qui rentrent à l'association. Alors justement, puisque vous cherchez des sponsors, rappelez-nous l'intitulé exact de l'association pour nos auditeurs. Les artistes du Pays Doré. D'accord, très bien. Alors, je disais en présentant donc votre interview, Jean-Pierre, que vous êtes un globe-trotteur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup voyagé, mais pas seulement voyager, c'est-à-dire que vos voyages avaient un objectif qui était très personnel. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs ce que c'est que d'être un globe-trotteur? Alors en fait, un globe-trotteur, c'est peut-être un peu excessif parce que entre le vrai globe-trotteur et le globe-trotteur que je suis, même si j'ai bien voyagé, il y a quand même des gens dont c'est le métier et qui font leur vie de faire ça. Peut-être, mais c'est votre ressenti globe-trotteur tout de même. Moi, j'aurais peut-être aimé le faire au départ, mais j'ai eu une vie professionnelle tellement passionnante, avec beaucoup de voyages et en France et à l'étranger, que donc étant en retraite, j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai cru comprendre votre petite question concernant l'intérêt. Il y a un pays qui nous a particulièrement intéressés, c'est l'Inde, parce que j'ai eu l'opportunité de faire un reportage sur une association caritative dans ce pays. D'accord. Rappelez-nous le nom de cette association. Alors, ça s'appelle Azaniketan. Voilà, c'est une association qui est située à Kavali, mais qui est dans le Tamil Nadu. Mais si vous voulez, le siège de l'ensemble sont des sœurs missionnaires qui sont basées à Toulouse et qui ont une grande expérience de ce type d'intervention. Et voilà, je pourrais vous en parler un petit peu plus longtemps. L'objectif, c'est d'accompagner des femmes dans ce pays? Oui, donc c'est des femmes qui sont répudiées, ça c'est leur cas. État, voilà. Et donc, il y a déjà un certain nombre d'années, des sœurs sont venues. Elles étaient avant dans les léproseries, donc c'est des sœurs qui ont des habitudes, malheureusement des situations difficiles. Et là, elles ont créé des ateliers pour permettre à ces jeunes femmes qui se retrouvent complètement démunies, mais sans moyen aucun. C'est vraiment à un niveau très 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 fort, et donc de leur apprendre la couture, de leur apprendre le tissage et de leur apprendre aussi un art qui s'appelle le kalamkari. Voilà, donc en fait, si vous voulez, et là nous avons 40 ouvrières qui travaillent, qui ont un salaire, on arrive à générer cet argent en faisant des ventes en France. Alors, surtout près de Toulouse, mais nous-mêmes ici à Auray, nous en avons fait, et nous en ferons d'autres en Bretagne aussi. Et là, en fait, on vend la production que réalisent ces jeunes femmes, et après c'est des nappes, c'est des outils domestiques, je veux dire utilisés par les femmes françaises, et là des sacs, et donc on est toujours en train de rechercher des nouveaux lieux et pour aider ces personnes à vivre
correctement. Ah oui, donc retrouver leur dignité et puis aussi une sorte d'autonomie financière. Mais si vous voulez, quand nous sommes allés la dernière fois, en fait, il y avait on a été les voir dans leurs habitations, ce sont des cases, hein, bien sûr, il n'y a pas l'eau courante, c'est vraiment des situations plus que de la grande précarité. Ils sont démunis, très démunis. Il y en a une qui était, mais alors presque les yeux en pleurs en lui disant « Ma fille va rentrer dans une école d'ingénieur ». Et si vous voulez, elle était... Et donc ça, c'était une réussite. Le fait de réussir à arriver à ce qu'elles puissent manger et dormir normalement, mais que leurs enfants arrivent à aller dans les études supérieures. Et ça, vraiment, c'est un beau résultat. Oui, c'est-à-dire que c'est une fierté de pouvoir voir ces enfants faire des études et accéder à la connaissance, et puis, surtout pour les femmes, à l'indépendance. Donc, on est content du résultat. Oui, bien sûr. Si vous voulez, ça rejoint un petit peu dans mes activités, c'est qu'on peut prouver qu'on peut réussir. Oui. Que même si on part de zéro, on parlera peut-être d'abécédaire, mais je dis, moi, un abécédaire, il n'est réussi, on commence à la lettre A, mais si on s'arrête à la lettre L, votre abécédaire, il doit aller jusqu'à Z. Et dans tous les projets, dans tout ce qu'on a d'ambitieux à réaliser, il faut absolument aller au bout. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Alors, vous nous parlez de détermination, de volonté, de lien. Par rapport à la société actuelle, Jean-Pierre, quel regard portez-vous sur... voilà, vous nous dites, ça prouve qu'on peut réussir, hein, si on se donne les moyens, si on va au bout d'un objectif, d'un projet. Quel regard vous portez sur les mots MEX du lien dans notre société actuelle? À la fois, vous voyez les difficultés des jeunes gens de trouver un emploi, difficultés dans les études, les personnes également qui sont en rupture de travail. Quel regard vous portez, vous qui avez voyagé sur tout le globe? Alors déjà, en fait, j'ai essayé de faire un livre. Ce n'est pas que des pensées. Là aussi, moi, j'ai essayé de mettre des objectifs, de dire comment on peut montrer ce qui se passe. Et dans un livre qui s'appelle L'âme de la ville, j'ai mis des migrants, j'ai parlé des SDF, j'ai parlé des femmes en difficulté, etc. Donc déjà dans un livre, avec des images. Et ce livre a été réalisé avec une autrice, une auteure, qui s'appelle Charlotte Louf, avec qui j'ai écrit 4 livres, qui est médecin, et qui a pu faire des textes poétiques qui vraiment donnent, outre, si la photo est dure, le texte qui va avec est d'une telle sensibilité que, je dirais, l'ensemble passe bien et les expositions sont assez complètes, puisqu'on a vraiment la photo qui montre ce qui se passe, et après vous avez les textes qui accompagnent d'une manière un peu sensible le propos. D'accord. Alors, on a évoqué le travail d'écriture, le passeur d'images que vous êtes, le globe-trotter. Est-ce que parmi les thèmes que nous avons abordés, vous voudriez faire partager à nos auditeurs un souvenir particulier auquel vous tenez, ou quelque chose, c'est en fait une forme de carte blanche que je vous tends, quelque chose qui vous anime au quotidien, et alors, qui figure peut-être dans vos livres ou qui ne figure pas, mais auquel vous tenez? Si vous voulez, en fait, j'avais l'association Azaniketan qui était vraiment une chose importante dans ma vie et dans le travail que ça donne pour aider ces femmes-là. Mais j'ai aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que grâce aux outils que j'ai montés, je peux aller de la zone urbaine à la zone rurale. Et avec mes jeux, je dirais, on va dire récréatifs, mais un petit peu pédagogiques, je peux travailler sur l'illettrisme. Et si vous voulez, ce qui me chagrine un petit peu, c'est de voir que en 2023, bien sûr, il y a des gens qui couchent dehors, des gens qui ont beaucoup de mal à se nourrir, c'est un fait de société, mais en plus on s'aperçoit qu'à la base, déjà, je parle ne serait-ce que de Français, qui ne maîtrisent pas la langue française, déjà. Et après, on leur demande d'aller chercher du travail. Alors, c'est encore pire au niveau des étrangers qui arrivent, mais déjà, en France, on a des jeunes Français, ou des adultes, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal
à trouver du travail, à trouver où dormir. Donc en fait, c'est quand même un souci de voir qu'en 2023, on a encore ce souci-là qui est complètement en amont des problèmes qu'on vient de préciter. Oui, effectivement, la privation des mots, vous qui les aimez tant, privation des mots qui débouche sur la privation des représentations, des images, du monde intérieur, de l'imaginaire, et qui est effectivement une prison, alors pour les jeunes gens et pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à la fois à l'éducation et à la culture. Effectivement, c'est un des sujets que nous abordons sur notre Radio Rivage, notamment dans mon émission Au fil du lien, parce que effectivement, être en relation avec les autres, c'est aussi avoir un bagage éducatif, culturel, entre sa vie. Donc effectivement, je comprends à mesure de notre conversation que, évidemment, ce thème de l'illettrisme ne peut que vous toucher. Alors, on a abordé beaucoup de points ensemble au cours de cette conversation avec vous, Jean-Pierre, et j'aimerais savoir quels sont vos projets, ça peut intéresser nos auditeurs, pour 2023, sachant que sur notre page Facebook Radio Rivage, je mettrai à la fois les références de vos ouvrages et aussi de vos projets à venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, deux projets pour 2023 ? Oui, c'est un petit peu en lien avec ce que vous venez de dire. Il y a toujours le mot lien. En fait, le mois prochain, l'association À l'assaut des rues, qui est à Auray, organise une manifestation qui s'appelle Lettres d'amour. Alors, lettres, c'est L', E accent circonflexe, T-R-E, d'amour. Et ça fait suite à des animations que l'animatrice qui s'appelle Nanou Bressman manage de main de maître. Ça s'appelait les Lettres d'amour. Donc en fait, c'est assez complètement dans l'intergénérationnalité, c'est complètement dans le lien, puisqu'en fait, les habitants d'Auray pourront déposer des lettres d'amour dans des boîtes aux lettres qui sont chez une vingtaine de commerçants. Oui. Après, il y a donc 15 artistes qui vont exposer à la chapelle du Saint-Esprit, toujours sur ce thème de l'amour et du lien. Il y aura un concert, il y aura même un bal, et c'est lié avec le cinéma Tinamoc aussi. Et donc, j'espère que je n'oublie rien. Oui, et il y a, si très important, que il y a des lycées, des collèges et des primaires qui s'associent à cette manifestation. Donc en fait, on part bien de jeunes. On parle de gens adultes et on parle parce que les EHPAD aussi sont concernés, les maisons de retraite sont concernées dans ce projet. Donc jeunes, moins jeunes et plus âgés, sur le thème de l'amour, c'est quand même un beau programme. Écoutez, c'est extraordinaire, on ne peut qu'adhérer. En fait, un cercle de famille, en fait, autour de cette thématique. Alors, vos projets sont pleins de métaphores et je pense que nos auditeurs, ils seront très sensibles à une époque où, finalement, jamais on a autant couru, entre guillemets, après les rencontres, la relation à l'autre, dans tout ce qu'elle a d'enrichissante et aussi pour se construire soi-même. Parce qu'on sait que l'isolement et la solitude, pas seulement des personnes âgées, mais de beaucoup de personnes, les privent finalement d'être eux-mêmes et de se sentir vivants. C'est peut-être ça aussi, l'art, l'écriture, la peinture, les artistes, ont aussi cette charge, on peut dire, parce que ça peut en être une, de nous rendre vivants et d'avoir un retour à la vie pour certains. Eh bien, voyez-vous, Jean-Pierre, le temps passe vite avec vous. Ça a été passionnant de vous interviewer à Radio Rivage. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un prochain rendez-vous ? Vous nous avez parlé de ces projets, mais est-ce que vous avez des projets en gestation ? Oui, toujours. C'est d'ailleurs ça un petit peu le souci, c'est que c'est très prenant pour faire un livre, une exposition, c'est 2 ans de travail. Et après, il ne s'agit pas de les faire, mais après, il faut que ça aille au bout des gens auxquels on s'est fixé, de leur donner des moyens. Et la difficulté que rencontrent certaines personnes, c'est que tout seul, on peut pas. Personne n'est indispensable, mais tout le monde est nécessaire.
Oh, c'est joli comme Voilà. conclusion. Effectivement, il faut être accompagné dans ces projets, pouvoir avoir des relais et pouvoir en parler, comme aujourd'hui ici sur Radio C'est pour ça que Rivage. je vous remercie de m'avoir invité. Mais c'est moi qui vous Parce que remercie. c'est pas tous les jours parce que sur les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est pas toujours facile d'aller sur des thèmes un petit peu sensibles Oui. et surtout de dire que il y a des solutions. Et qu'il faut être optimiste et que utilisons les ressources des personnes qui peut-être sont pas toujours connues, mais qui peuvent peut-être aider les autres. Oui, d'accord. C'est une très très jolie conclusion. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette émission et Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chaque émission. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.